Bonjour à tous, bonjour à tous les deux. Johanna, on en a parlé un peu dans son introduction. Le marché de la communication, du marketing est de plus en plus segmenté. On a d'un côté les grands groupes de communication, les agences très spécialisées, les cabinets de conseil qui montent de plus en plus sur la partie opérationnelle. Et dans le même temps, la crise sanitaire et économique a renforcé la nécessité d'acteurs puissants mais souples. Et justement, pour répondre à ce besoin, il y a des structures qui se sont montées depuis 3-4 ans. On a eu d'abord You and Mr. Jones qui est devenu Brandtech, qui a été monté en 2015, S4 Capital au Royaume-Uni en 2018. Et plus récemment, un nouvel arrivant, European Digital Group. Leur principe, il est simple, c'est se construire par acquisition dans le but de proposer des offres complètes sur tous les métiers de la transformation numérique. Peut-être dans un premier temps, pour comprendre un peu mieux le modèle, et parce que ça change souvent, S4 Capital a encore racheté une société cette semaine. Peut-être nous préciser quelle est la taille de la société, sur quel marché vous êtes présent, et en quoi vous vous différenciez vraiment du modèle classique des holdings de la communication. Je te laisse commencer, non ? Je commence. Bonjour à tous. Je vais juste commencer par préciser le positionnement d'EDG avant de parler de chiffres. Donc, European Digital Group, c'est un groupe qui se positionne comme un business partner pour aider les sociétés à accélérer leur performance via des leviers digitaux. Et notre objectif, c'est de fédérer des ultra-spécialistes de chacun des leviers de l'accélération digitale et d'être en mesure de proposer une offre holistique aux entreprises, aux grands groupes, tout en cassant les silos, tant entre les sujets donc tech, IT, cybersécurité, data, que branding, marketing et communication digitale. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir une offre complète, mais toujours qui est portée par des spécialistes, et on insiste beaucoup par garder les spécialités intactes au sein du groupe pour avoir cette offre holistique. Et aujourd'hui, European Digital Group, c'est 10 sociétés, donc on fait 150 millions de chiffre d'affaires. On a minimum entre 100 et 500 talents sur chacune de nos expertises. Et on a à peu près 1500 talents au total, avec 1500 clients qu'on sert au quotidien. Et la différenciation par rapport à d'autres, on va dire, groupes holding, c'est que notre positionnement, c'est de garantir l'esprit entrepreneurial des agences ou on va dire, des sociétés de conseil qui nous rejoignent, mais tout en leur apportant la force de frappe d'un groupe et avec un partage capitalistique qui est assez intéressant, qu'on pourra aborder par la suite, qui permet de favoriser les synergies commerciales et l'alignement d'intérêts de tout le monde. Alors, concernant Media.Monks, alors petite clarification, on parle parfois de S4 Capital, parfois de Media.Monks. Donc Media.Monks, c'est le groupe, S4 Capital, c'est la holding. Pour nous présenter assez rapidement, donc Media.Monks, c'est un groupe qui propose essentiellement un accompagnement auprès des annonceurs pour justement les accompagner sur la transformation digitale ou la transition digitale, c'est selon. On est un groupe qui comprend aujourd'hui 6 à 7 000 collaborateurs, on est présent dans une trentaine de marchés. En 2021, on est sur un chiffre d'affaires annuel qui est de l'ordre de 800 millions d'euros à peu près, ce qui représente une croissance de 100%, x2 par rapport à l'exercice précédent. La proposition de valeur, elle est simple, elle s'articule autour de 3 piliers très forts dont on a déjà parlé, à savoir la data, le média et le contenu, ou la créa. Le credo, c'est de proposer en approche intégrée l'intégralité des compétences clés pour pouvoir permettre aux annonceurs avec lesquels on travaille de produire des effets relativement spectaculaires sur la qualité, la rapidité d'exécution et la rentabilité des investissements marketing. Donc, selon la formule consacrée de Sir Martin Sorrell, faster, better, cheaper marketing. Et c'est quoi la grosse différence avec le modèle d'une holding classique ? Alors, c'est une très bonne question. On nous la pose assez régulièrement. On en parlait déjà un peu tout à l'heure. C'est vrai que quand on regarde un petit peu sur l'écosystème, on va pouvoir voir par exemple les holdings classiques qui, de leur propre aveu, voilà, sont parfois un peu enclavés sur la partie exécution. Donc avec un cœur de métier historique qui va être le planning strat, l'achat média.
là où vous avez également d'autres cabinets de conseil qui, eux, sont plus sur la partie architecture. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux chez vous, mais a priori, si le chef de chantier ne comprend rien à l'architecture et si l'architecte n'est pas là pour s'assurer de la bonne livraison des travaux, ça va vite devenir très compliqué. Donc l'objectif pour nous, c'est justement de réconcilier la vision et l'exécution sur des projets de transformation digitale. L'autre chose qui est, à mon sens, assez différenciant, c'est que là où les holdings classiques vont effectivement chercher à se différencier en faisant des acquisitions, elles restent avec ce cœur de métier historique qui représente une part colossale de leur activité. Chez Media.Monks, la proposition de valeur, l'idée fondatrice, elle est restée la même depuis la fondation. C'est-à-dire qu'on est toujours sur cette sainte trinité, data, média, contenu, et on va venir renforcer, consolider cette idée originale versus les holdings classiques qui parfois sont dans une optique tout à fait louable de se différencier, de se diversifier, de se réinventer parfois. Il y a un des gros enjeux pour ces nouvelles structures, c'est la mise en commun des opportunités et des compétences. Comment vous accompagnez les nouvelles intégrations et comment, in fine, vous arrivez à générer du business commun? Peut-être nous donner un chiffre de ce que ça représente aujourd'hui déjà le business commun dans chacune de vos structures et nous dire comment vous arrivez à accompagner l'intégration jusqu'à cette génération de business commun. Alors, sur l'intégration, on a une ligne assez dure. La ligne du parti est assez dure par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au moment où on va commencer à faire la due deal, il y a bien évidemment un point de vigilance qui est immédiat, qui est l'analyse financière. Mais au-delà de ça, notre équipe Merger and Acquisitions va aussi intégrer d'autres paramètres dans la facilité d'intégration. Donc on va regarder par exemple quel est leur menu de service, quel est leur portefeuille business et voir dans quelle mesure il va être facile pour nous d'intégrer les deux et de réconcilier l'offre existante avec ce nouvel arrivant. Après pour le reste, les intégrations et notamment sur la partie business, elle se fait par les clients et par le produit. Donc on essaye au maximum d'aller créer de la valeur. On en parlait beaucoup, mais c'est vrai que l'idée c'est vraiment d'aller créer de la valeur pour les annonceurs avec lesquels on travaille. On a une belle incentive qui est un peu la spécificité du modèle chez Media.Monks, c'est que toutes les entités qui viennent rejoindre le groupe vont partager in fine le même PNL. C'est-à-dire qu'on est sur une mode d'acquisition qui est un peu différent. La cession ne se fait pas 100% en cash. Traditionnellement, c'est 50% en cash et 50% en actions S4, capital. L'objectif pour nous, c'est pas d'acheter du CA. On veut acheter des compétences qui vont venir renforcer notre proposition de valeur. Donc, il y a une incentive à collaborer entre les différentes expertises qui viennent garnir et renforcer le groupe Media.Monks. Et juste pour compléter, la part du business commun à peu près Alors c'est un peu compliqué de mettre un chiffre comme vous pouvez l'imaginer. Pour se donner un peu une idée, en 2021, le contenu représentait 2/3 de nos revenus et la practice data et média était le tiers restant. C'est très compliqué, okay. Même si on a un Salesforce qui est très bien intégré, mais c'est très compliqué de sortir ce type de rapport. On accompagne des annonceurs comme Mondelez ou BMW par exemple, où là on va proposer une vraie activation intégrée de l'ensemble des compétences qui sont proposées. Donc au niveau de EDG, il y a des similarités mais quelques différences. Nous, notre modèle d'intégration il repose sur 3 piliers. Le premier c'est l'alignement des intérêts. Après, il y a tout ce qui est autour des synergies commerciales et humaines, et après, tout ce qui est autour des partages des mêmes valeurs et des mêmes pratiques. Sur le premier point, qui est l'alignement des intérêts, au fait, quand on intègre une société, les entrepreneurs restent fortement investis au niveau de leur propre capital, ce qui, évidemment, garde un incentive assez fort de collaboration et d'être encore aux manettes de leur propre société. Mais il y a un partage de l'actionnariat commun qui est fait au niveau de EDG, ce qui fait que ça aligne les intérêts de tout le monde à tous les étages, et ce qui fait donc favoriser les synergies commerciales et du coup humaines, puisque tout le monde a intérêt à on va dire, aligner ses forces et ses expertises pour aller répondre à des appels d'offres en commun, ou de se pousser des leads, ou partager des best practices. Et pour pouvoir combiner tout ça, c'est qu'on a mis en place pas mal de process et on anime pas mal la communauté, donc que ce soit les entrepreneurs, les directeurs commerciaux, les directeurs de marketing, de communication, etc. Avec une batterie de KPI opérationnelle, financière et une remontée de données pour pouvoir donc piloter toutes ces synergies qu'on met en place, qui sont aujourd'hui chiffrées à entre 30 et 35% du chiffre d'affaires de chacune de nos sociétés qui sont issues de synergies commerciales, qu'elles soient apportées par des appels d'offres en commun ou par des apports de leads croisés. Donc on pilote ça de très près. Et aujourd'hui, on a pas mal d'appels d'offres qui sont gagnés, donc de concert. Par exemple, on a
tout récemment gagné l'appel d'offres Getir, où on a 5 de nos sociétés qui se sont unies pour remporter l'appel d'offres. Et il y a d'autres exemples comme Pixmania et d'autres. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien. Je pense que ce qui fonctionne bien aussi, c'est que toutes nos expertises restent fortement intactes, mais elles sont très complémentaires avec les expertises des autres acteurs du groupe, ce qui fait que naturellement, ils ont intérêt à s'adosser. Et ensemble, ils atteignent une taille critique, donc EDG atteint une taille critique qui leur permet de voilà, ouvrir des portes auxquelles séparément ils n'auraient pas pu y accéder. Et là aussi, pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, forcément, quand on se construit par acquisition, on va retomber aussi dans peut-être les travers des holdings de communication, et par quoi vous essayez de vous différencier, à savoir la flexibilité. En fait, quelle taille critique avant de perdre cette flexibilité? Est-ce que c'est déjà envisagé? Comment vous envisagez le futur là-dessus? Alors, c'est une question qui est extrêmement pertinente, extrêmement judicieuse. Et c'est la raison pour laquelle, un peu plus tôt, j'expliquais que l'idée pour Media.Monks, c'est plus pas forcément de se construire par acquisition, mais de se renforcer par acquisition. C'est-à-dire que l'équipe M&A chez nous, quand elle va effectivement commencer à travailler avec une société dans le cadre d'une acquisition, va intégrer tout ce volet de faciliter l'intégration pour s'assurer que l'intégration elle se fasse sans anicroche. Et le fait de prendre en considération des paramètres qui vont au-delà de l'analyse financière et qui vont justement nous aider à délivrer cette intégration sans accroc, ça permet deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a une synergie qui se crée très facilement. Et la deuxième, c'est que l'accroissement des effectifs et l'augmentation de la société ne se fait pas forcément au détriment de la flexibilité parce que le socle, la proposition de valeur, reste extrêmement stable par rapport à ça. Alors, pour répondre à mon tour, nous, ce qu'on appelle flexibilité, en tout cas dans notre jargon, c'est l'agilité, garder l'esprit entrepreneurial et limiter les process et l'administratif. Donc une fois qu'on s'est dit ça, le modèle EDG permet de garantir cette agilité et nous, on n'anticipe pas, on va dire, de limite à la maintenir, puisque, comme je l'ai dit, notre objectif, c'est d'intégrer des sociétés, des PME, qui garderaient leur flexibilité, leur agilité et leur côté entrepreneurial, mais tout en leur apportant la force de frappe d'un groupe, donc qui est aujourd'hui avec des fonctions support au niveau du groupe, pour qu'ils puissent bénéficier, on va dire, du branding d'un groupe global et des expertises de l'ensemble du groupe, mais tout en gardant leur agilité, leur flexibilité. Et donc, en combinant ces deux, on n'anticipe pas de limite à notre modèle. Merci à tous les deux. Je pense qu'on va pouvoir lancer Merci à vous. Séquence suivante.